Salut à tous, c'est Blanc de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du training classe 7 Level E de la Milton Erickson Institute. C'était Jeff Zeg qui nous donnait cours aujourd'hui et c'était un cours où ça va être un peu compliqué de vous expliquer le pourquoi du comment. C'est ce qu'il appelle impact émotionnel. L'idée est plutôt sympa. En tout cas, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je suis aussi proche de l'art que je suis proche de ma cuisine. C'est-à-dire que c'est calamiteux et j'ai j'ai aucun élément qui m'attire dans l'art. Je ne, c'est pas un truc qui me parle. Bien sûr, après, il faudrait redéfinir l'art. Et mon frère dirait, l'art est partout, tout est art. Je le remercie, mais ça me parle toujours pas. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant là dans son cheminement, parce que justement, c'est pas du tout moi ma manière de penser, c'est qu'il a repris un ensemble de points pour impacter en venant sur le principe de l'art. Et c'est pas con du tout. Pas con, pas con, pas con. Tu m'étonnes, le gars est quand même un peu chaud, hein. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller sur le site de Jeff Zeg. Là, je suis en train de regarder, c'est www.jeffreyzeg.com ou sinon sur la Milton Erickson Institute. Donc, son message, l'idée qu'il avait là au travers de ce petit speech, ça a été de montrer que les thérapeutes ont besoin de technologies pour amplifier les changements des états, que les artistes, eux, savent comment changer les états. Alors que ce soit des peintres, que ce soit des cinéastes, etc., ou des poètes. D'ailleurs, c'est intéressant, vous remarquez qu'à chaque fois, il revient sur les mêmes choses, classe par classe. On sent cette appétence à l'art, cette appétence à vouloir créer de l'expérimental. Faut vraiment que je vérifie la définition des deux mots. Euh, pour la personne, donc pour votre partenaire, et effectivement, la notion d'art est plutôt intéressante là-dessus quand ça fait quelque chose à quelqu'un. Hein. Moi, aujourd'hui, l'art, ça me fait voilà. Mais j'y travaille. Le process, donc l'idée est donc de permettre à l'apprenant de développer un système qui développe le changement des états en modifiant stratégiquement sa communication. Donc, il, euh, il nous a montré pas mal de vidéos, pas mal de musique où il montrait par exemple la qualité d'un soprano, la qualité d'un chef d'orchestre, etc. Et ce que ça crée comme différence auditive et comme émotion par rapport à d'autres qui sont moins bons, on va dire. Euh, L'idée pour lui, c'est que on doit séparer la notion du monde de la connaissance du monde de la réalisation. On est beaucoup dans cette idée-là, donc conscient, subconscient, si on reprend la cartographie que je vous propose souvent. Et il estime que, bien sûr, il faut que les choses soient scientifiques, il faut que les choses soient prouvables, qu'il y ait de la connaissance. Néanmoins, et c'est intéressant parce que ça retouche à un questionnement que je vous ai proposé la semaine dernière au niveau des croyances, tout le travail de réalisation, de version et de vision liée à la croyance et à l'empirisme est pour lui essentiel dans le travail psychothérapeutique. Ce qui fait la différence avec les sciences de façon générale. C'est très très subjectif. Et c'est justement créer des éléments subjectifs de l'état du partenaire pour qu'il puisse trouver ses réponses, avancer, grandir, évoluer, etc. Donc, bien sûr que c'est pas logique, et bien sûr que ça joue énormément sur les croyances. Donc la psychothérapie fonctionne via croyance. C'est pour ça que c'est complexe, et je vous laisse vous référer à ce que je vous ai proposé avant-hier à ce sujet-là. L'efficacité de l'hypnose est scientifiquement prouvée maintenant, c'est accepté, c'est ok. Néanmoins, c'est complexe le fonctionnement, les différentes étapes pour entraîner notre partenaire dans un changement, pour développer une intensité, un impact psycho-émotionnel, et puis des ruptures de pattern, des changements de perception, de vision, etc. Parce que, justement, ça ne va pas être hyper protocolaire.
voire pas protocolaire du tout, et ça va jouer avec un ensemble d'éléments qui sont complètement subjectifs, qui va jouer, si on prend les notions ericksoniennes, sur la déstabilisation, sur parfois cette ouverture sur un questionnement ou une image qui va amener des liens de cause à effet, voire des récessions, des idées, des concepts qui vont réémerger, qui, avant d'être comprises, vont être vécues, expérimentées en interne, puis après, mentalisées, voire conscientisées ultérieurement. Donc, on a une complexité dans la psychothérapie, dans l'accompagnement et dans l'hypnose, c'est que justement on joue énormément sur la croyance, sur les modifications des croyances, et c'est pas quelque chose qui, qui est la connaissance. C'est pas quelque chose qui est structuré, c'est pas quelque chose qui est fondamental on pourrait pas la préciser, la définir parfaitement, sachant que pour tout à chacun et chaque session, on va avoir des fonctionnements différents. Donc notre idée est de développer de plus en plus un impact. Donc pour lui, il y a des thèmes qu'on peut par exemple explorer d'un point de vue expérientiel. C'est la persuasion et l'émotion, l'impact de la persuasion et de l'émotion, les approches donc expérientielles, les approches heuristiques, les réponses implicites, ça c'était lié au dernier cours qu'on a eu, les niveaux de communication psycho, la grammaire de l'influence, la modélisation, les changements d'état, etc., etc. Donc c'est des thèmes qui pour lui permettent d'explorer et d'expérimenter tout ce travail d'impact qu'on va chercher. Bon, là, c'est lui qui décrit un petit peu sa manière de penser. Il a 3 grandes passions. Ça a été savoir comment Erickson pouvait travailler vers l'excellence. Il a un projet, d'ailleurs, je vous invite à aller dessus, c'est emotionalimpact.com, je crois, où justement il veut voir l'impact de l'émotion sur plein de choses dans la vie, nos communications, nos cheminements. Je vous rappelle, pour Jeff Zeg, et donc dans la vision et l'obédience ericksonienne de Phoenix, l'hypnose est un outil de communication, c'est un moyen de communication, c'est une porte d'entrée pour faire plein de choses. Et sa troisième idée, c'est motiver pour explorer les effets et les états expérimentaux. Pensez bien, Erickson n'enseignait que peu d'un point de vue précis, beaucoup d'un point de vue vague, avec beaucoup de vécu pour que les personnes puissent ressentir pour comprendre, plutôt que d'avoir la connaissance et après peut-être le ressenti. Là c'est plus ta croyance et ta perception, ton empirique, qui va te donner potentiellement une ouverture vers la compréhension. Et après, ton cheminement de compréhension, il est plus ou moins perso, ce qui parfois fait que les cours, c'est un peu le bordel. Donc, sa méthode était expérimentale ou expérimentielle. Voilà, ça me saoule ça. Bon, bref, si vous avez la réponse, donnez-la moi. Stimuler des nouvelles possibilités, mais pas avoir des réponses concrètes. Alors, vous allez voir un tout petit peu plus tard dans le cours, c'est amusant parce qu'il nous dit il faut être assez vague, justement pour faire vivre des choses en interne. Et puis, à un moment, pendant 2-3 minutes, il dit Erickson était quelqu'un de particulièrement précis et la précision de sa sémantique, la précision de l'utilisation des différents moyens de communication, la voix, le body language, etc., était d'une précision minutieuse pour entraîner les gens justement dans un travail évocatif, dans un travail interne et dans un impact potentiel. Et comme d'hab, c'est un des gros paradoxes dans le mouvement ericksonien, où la plupart du temps on va nous parler d'un method model qui va être un langage non spécifique, et pour autant, et c'est pas le premier à le dire, je crois que Lanton l'avait également dit, Erickson avait une précision sémantique et une précision de la stratégie qu'il avait en place qui était loin d'être non spécifique justement et hyper précise. Donc là on a un paradoxe à garder en tête. N'hésitez pas à être très précis, même si après, dans votre précision, vous allez jouer avec une espèce de notion vague pour faire admettre et faire vivre et créer à l'intérieur de votre partenaire dans la transe ou dans la communication que vous avez, même à une transe légère, quelque chose d'impactant. Nous commençons tout par une expérience, il fait faire des petits trucs. Je vous lis en même temps le cours qui est vraiment bordélique ce coup-ci, qui est intéressant mais un peu bordélique, donc ça il l'a passé complètement. Les exercices il les a passés, hein. En fait il nous
propose plus sur ce cours-là, hein, son projet, ce qu'il met en place dans Impact émotionnel. L'art et la science, l'impact. Donc voilà, si vous voulez son URL pour son projet, c'est www.emotional-impact.com. Je vous le mettrai sous la description. Hop, ça on s'en fout. Modélisation, parce que là, passé quand même plein de choses. Hein. What the communication knows, ça, il l'a passé. Ouais, alors après, non, ça on s'en fout. Hop. Oui, après, il proposait au travers d'images, des images complexes et des images assez simples pour montrer l'impact que ça va faire sur nous et comment une idée va rapidement arriver à notre esprit et comment ça peut, dans le processus de suggestion, avoir un intérêt. Par exemple, il montre un truc que nous, on n'a pas, ce qu'ils appellent des two colors, non, black and white cookies. Il dit, voilà, ça fait 640 calories. Et il dit, donc ma mère me faisait ça, puis un jour j'ai capté que pour 640 calories, je pouvais avoir un méga plat avec plein de petits trucs à côté. Et depuis, l'impact émotionnel de se dire, bah, deux cookies ou un cookie c'est 600 calories et je peux avoir un repas pour 600 calories, un vrai repas, hein, l'impact a été tellement fort qu'il dit, bah maintenant je prends plus de cookies. Fini, pourtant c'était mon petit truc de gamin pareil pour les scones. Un scone 700 calories. Alors, je sais pas si c'est réel, 700 calories ou si les scones américains, mais ça donne pas envie de bouffer du scone. Hein. Et puis il montre tout ce qu'on peut avoir comme petit déjeuner pour 700 calories. Et justement, donc là il dit que c'est quand la connaissance, on commence à lui donner une image, donc tu as un scone et après tu montes un repas complet pour l'équivalence, bah ton cerveau il va assez facilement adhérer, ou en tout cas se souvenir, et donc faire réémerger au moment où tu vas voir un scone ou un cookie, cette notion-là, à se dire, mais attends, pourquoi je prends un cookie alors que je pourrais me faire un petit truc à manger, qui au bout du compte va peut-être être meilleur pour moi, et je vais pouvoir avoir moins faim, etc., etc. Donc il joue énormément avec ça. Ça, j'ai trouvé que c'était cool. Je tente de vous retrouver. Alors ça, il nous en a pas trop parlé. Ça non plus. Oui, alors après, il montrait un truc qui est sympa, que vous connaissez certainement si vous êtes un peu intéressé au ciné. Moi, il y a quelques temps, j'avais un peu essayé de capter comment fonctionnait l'image, comment ça s'est décomposé, en fait, comment quelqu'un réalise, sachant que j'y comprends pas grand-chose. Il remonte un petit peu ces notions-là avec, nous, on a l'habitude que de gauche à droite, c'est du passé vers le futur, que si on met des images d'une certaine façon, il va y avoir une histoire qui va se mettre en place. Et il exprime que quand on va travailler sur nos métaphores, quand on va travailler sur des orientations qu'on veut amener à nos partenaires, une sémantique ou amener une idée à une autre doit se faire dans un certain sens si on veut structurer l'orientation, donc la focalisation de notre partenaire vers la résolution de sa problématique. Si on déstructure ça, on va déstructurer l'ensemble de notre schéma et de notre travail de suggestion et on peut emmener notre partenaire dans autre chose. Et là aussi, hein, c'est pas un problème. Cette autre chose peut faire émerger des idées. Donc n'hésitez pas à rester tout le temps en contact avec votre partenaire. Oui, il disait par exemple la notion du bon et du mauvais. Il expliquait que dans les westerns, les gentils arrivaient par la gauche et les méchants arrivaient par la droite, tout le temps. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont des impacts et tu n'as même pas besoin de le dire. Donc tu n'as pas besoin d'avoir la connaissance en tant que telle. La symbolique va avoir plus d'impact. Et dans le découpage d'idées ou d'images ou dans les rythmes, bah, ça va, sans avoir à prononcer les choses, créer un ensemble d'éléments en interne qui va impacter et donc orienter nos idées, notre fonctionnement, etc., etc. Donc hyper logique pour nous et intéressant à prendre en compte dans notre travail métaphorique, dans notre travail d'accompagnement et d'imagerie mentale qu'on peut proposer à nos partenaires. Alors, là, bon, il y a plein de codes implicites, tout ça, il l'a passé. Oui, il parlait des brain scripts et il dit
Alors, vous le savez certainement, en neurosciences, on montre de plus en plus, quoi. On sait maintenant que notre cerveau, notamment à cause de l'œil, a une mémoire. A une mémoire et vu qu'on voit en fait image par image, il anticipe ce qui va se passer après. Donc, aussi bien d'un point de vue visuel, puis d'un point de vue cognitif, on anticipe énormément. C'est pour ça qu'on projette assez facilement et c'est ce qui a fait qu'on a pu se souvenir. Et quand on voit une situation, et là on va pouvoir parler de cadrage, hein, d'une certaine façon, on voit quelqu'un qui court par exemple sur une autre personne qui commence à lui prendre son, je sais pas, son sac à dos qu'il a dans les mains ou sa mallette, on peut se dire il l'agresse. Mais si on le voit d'un autre angle, bah, ça se trouve la même chose, il le pousse pour éviter que quelque chose lui tombe dessus. Les cadres. Donc, vu qu'on anticipe, notre cerveau, il a scripté un ensemble d'éléments avec des conclusions qu'il amène. Mais si vous lui montrez un autre angle, c'est notre principe de base hein, sur le reframing et tout le recadrage, bah, on va pouvoir hacker un peu le cerveau pour l'orienter vers quelque chose de plus intéressant. Et comme il dit quelque chose à prendre en compte sur les codes implicites de l'expérience vécue. Et c'est à nous, en tant qu'hypno, de le réorienter par rapport à ça. Après, il a montré pas mal d'artistes, en l'occurrence, par exemple, les artistes, des peintres, pardon, type Rembrandt, où il se fait un portrait de lui-même. Et puis, il va montrer du Monet. Donc, il va montrer un style classique qui va tenter d'être sur une représentativité le plus réaliste possible à un moment donné. Et on va avoir après de l'impressionnisme, où il dit, bah, nous, on va être plutôt sur cette notion-là. On va donner l'impression pour que la personne puisse être co-auteur et travailler vers la perception possible de l'impression vécue. Et la sémantique qu'on va utiliser ou les images qu'on va proposer va laisser un champ des possibles et en même temps une dynamique proactive de la personne qui vit la session d'hypnose ou qui regarde là à un moment donné. Donc, c'est là où il disait n'hésitez pas à utiliser les notions vagues. Et après, il passe sur le post-impressionnisme et il donne une œuvre de Seurat. Et là où il dit, bah, c'est hyper détaillé. Et là, il dit, n'hésitez pas non plus à avoir une extraordinaire précision. Et c'est à ce moment-là où il dit, bah, Erickson était hyper précis. Donc, comme d'hab, on a des choix, on a des possibilités. Vous, en fonction de votre obédience, votre façon de fonctionner et votre nature, vous pouvez être vague ou précis. Ça va dépendre clairement de ce que vous maîtrisez le plus, ce qui vous parle. Néanmoins, connaissez l'un comme l'autre pour savoir comment vous allez l'orienter stratégiquement et permettre à votre partenaire d'être en phase. Après, il montre un portrait pas un portrait, une peinture de Matisse, et il y a des combinaisons de couleurs qui sont un peu particulières. Et il dit, bah, ce qui est intéressant, c'est que là, on crée de la déstabilisation. Donc n'hésitez pas, dans votre sémantique, en somme, à faire des liens de cause à effet qui semblent un peu étranges, même s'il y a une pertinence derrière. On le sait bien, on peut le travailler avec la langue des oiseaux, avec les confusions verbales, etc. On est dans du Milton Model, hein, pour permettre à notre partenaire d'être un peu déstabilisé et possiblement, si on reprend notre logique hypnotique, interrompre plus ou moins un pattern, voire bon, le déséquilibrer pour proposer quelque chose. Bon, après, il montre du surréalisme, etc. Donc, le surréalisme aurait une idée d'aller sur les symboles et les signes, donc, ce qui est plutôt intéressant. Le cubisme, il disait permettre de restructurer la réalité. On est à nouveau sur ce principe de déstabilisation. L'expressionnisme, pardon, c'est l'expressionnisme qui va être sur donc les signes et les symboles. Et le surréalisme, il nous montre une toile de Dali. Il dit, bah, c'est notre travail sur différents niveaux. On voit quelque chose, ou on propose quelque chose dans notre métaphore, et en même temps, c'est qu'il y a une métaphore imbriquée qui va tenter de travailler sur différents niveaux. Voilà, bon. J'ai trouvé cette façon d'amener au travers l'art quelque chose d'assez cool. À un moment, il prend pop art, il monte un truc, puis il dit, bah, par exemple, l'exagération comique, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Donc après, bah, bien sûr, il parle du recadrage, de la puissance que l'art peut apporter. Il prend un exemple de Van Gogh, les mangeurs de patates là, et il dit c'est intéressant parce que au musée,
en Hollande, hein, on voit des moments de travail qu'a pu avoir Van Gogh et en gros les tests qu'il a fait. Et là encore, il dit bah, n'hésitez pas à faire des tests, soyez créatifs. Avant d'avoir une œuvre d'art dans votre travail sémantique, dans votre travail peut-être métaphorique, dans votre façon de travailler, admettons sur un thème X, on prend le classique tabac, poids, anxiété, peut-être qu'au bout d'un moment, vous aurez toujours les mêmes patterns verbaux, plus ou moins les mêmes métaphores, même si bien sûr vous allez l'adapter à votre partenaire, mais n'hésitez pas à faire du brouillon et bien sûr à voir ce que ça donne pendant vos sessions. S'il y a des feedbacks positifs, bah, peut-être que vous validez une partie de votre façon de fonctionner. Si ça l'est pas, bah, zappez et puis aller jusqu'à rendre beaucoup plus performant, comme il dit, faire une œuvre d'art à un moment donné de votre technique pour tel et tel sujet. Oui, alors après, il donne un élément intéressant, notamment pour donner l'idée des images et de l'impact des images. On peut très bien avoir la définition d'un arbre. Il dit la science va nous décrire les classifications, les morphologies, etc. Ou on peut avoir une expérience artistique, juste prendre une photo d'un arbre. Et l'évocation que ça va faire, bah, va pas être la même et va être peut-être moins complexe de dire, maintenant imagine au milieu d'un endroit où tout est désert pour l'instant, juste une graine qui commence à pousser, elle pousse de plus en plus et tu vois les jours, les semaines, les mois s'accélérer comme tu l'as déjà vu dans un film. Et à ce moment-là, cette graine commence à donner un petit arbre, un arbre qui grandit de plus en plus et autour, tu vas commencer à voir qu'il y a d'autres petits arbres qui vont commencer à pousser. Ok? Plutôt que de dire, on sait que les arbres commencent à prendre tant de temps pour grandir, il leur faut tant d'eau, blablabla. À telle saison, le printemps, ils vont commencer à grandir, évoluer, avancer, etc. etc. Donc, effectivement, cette notion, elle a de l'intérêt. Après, il parle un petit peu de poèmes et comment, justement, l'imagerie des poètes peuvent permettre, à un moment donné, un feedback intéressant parce que justement, on n'est plus dans des données scientifiques, mais dans une évocation émotionnelle et donc un impact. Euh, voilà. Donc, comment, euh, pour conclure, hein, développer l'impact, il faut créer des répétitions, créer de la déstabilisation, créer de l'harmonisation, enclencher des éléments et voir comment la personne rentre dedans, développer, et puis après ressortir de tout le cheminement d'expérience que vient d'avoir le partenaire. Voilà, bon après il parle un peu des films, c'est les séquences de films, là il revient sur les séquences de films, sur les montages, et comment, en fonction de la façon dont on va monter les idées, et donc monter les images, on va avoir un sens qui va être différent. Il y a Hitchcock qui expliquait ça super bien, vous pouvez trouver assez facilement sur internet Hitchcock, comment il parlait du découpage qu'il proposait. Hop, là il y a des choses intéressantes. Les codes de l'influence dans l'art, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Faites s'engager émotionnellement, montrer quelque chose qui va intéresser visuellement. Donc nous, si on reprend pour nous, hein, n'hésitez pas à utiliser l'imagerie mentale au maximum, déstabiliser, et puis après l'impact au moment où vous vous déstabilisez avec quelque chose qui est peu commun, vous pouvez au fur et à mesure nourrir avec un ensemble de thèmes qui s'y raccrochent. Comme ça, l'impact, elle va grandir. Et après, précisez de plus en plus et faites une intervention sur chaque élément que vous êtes en train de proposer pour avoir un impact sur plusieurs niveaux, sur les différentes images que vous avez proposées. En gros, on a bien ce processus hein, inductif, on déstabilise, on focalise, on redéstabilise, on donne un ensemble d'éléments et de, de suggestions qu'on va après reprendre un à un, nourrir avec du seeding pour permettre à notre partenaire d'avancer. Voilà, je ne vais pas plus loin parce qu'il y a encore un paquet de petites choses. Donc n'hésitez pas à aller sur son site emotionalimpact.net. D'ailleurs, c'était pas .com. Bon, testez .com ou .net. Ouais, bon, je vais vérifier.
vérifier ça. Et bien sûr, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.